Je vais présenter rapidement les Axum Virtual Coffees, donc nos cafés virtuels avec nos amis, les membres de la constellation et de l'écosystème Axum. Et Impact Lab a rejoint récemment, donc on est en train de collaborer sur quelques sujets, on en dira un peu plus. L'idée de ces cafés virtuels, c'est vraiment d'avoir des conversations sur les besoins de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui en Afrique. Axum donc, est une plateforme de soutien aux entrepreneurs et aux investisseurs et de matchmaking. Donc, on connecte des entrepreneurs et des différents projets et des porteurs de projets à des investisseurs qui viennent du monde entier. Et donc, l'objet de ces cafés virtuels, c'est d'interagir avec les différents membres de l'écosystème pour voir comment eux travaillent à attirer plus de capital vers leurs entrepreneurs, mais aussi à les renforcer en capacité et à participer à la maturation de leur écosystème. Avant de plonger dans la conversation écosystème entrepreneuriat levée de fonds, j'ai envie que tu me parles de toi, que tu te présentes. Qui est Selma Kabaj? Bah, écoute, Soumaïa, en tout cas, je suis ravie de participer à cette initiative et ravie de démarrer la collaboration avec Axum. Alors, Salma Kabaj, moi, je suis donc CEO et cofondatrice d'Impact Lab, dont on parlera un peu plus tard. Moi, donc, j'ai passé plusieurs années, une douzaine d'années dans le conseil en stratégie, dans le private equity, avant de décider de chercher en fait une voie professionnelle dans laquelle je me retrouvais plus et dans laquelle j'aurais plus d'impact immédiat sur la communauté autour de moi, sur mon pays, sur ma région. Et donc, en 2015, j'ai commencé à m'impliquer dans l'écosystème entrepreneurial marocain avant de sauter le pas en 2016 et de me dédier entièrement à l'aventure Impact Lab. Incroyable. Donc oui, c'est aussi une histoire de leadership personnel et de vivre une vie à soi, en fait, qui a plus de sens. C'est au-delà de juste un travail. Et tu t'étais expatriée pour le conseil en stratégie ou tu faisais ça à partir du Maroc aussi? En fait, donc moi j'ai fait mes études au Canada, à Montréal, et puis ensuite à Londres. J'ai fait un master à la London School of Economics. Et ensuite, en fait, j'ai démarré là-bas au sein d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Oliver Wyman, dans laquelle, en fait, moi j'ai toujours été dans la voie de la finance. J'ai démarré ma carrière dans la finance, ce qui aujourd'hui, avec du recul, me semble un peu euh, non alignée avec qui je suis, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir de belles expériences professionnelles. Donc, j'ai passé plusieurs années au sein d'Oliver Wyman. J'étais basée à Londres, mais on déployait des missions de conseil du coup, un peu partout dans le monde, ce qui m'a permis d'aller à Dubaï, en Corée du Sud, au Koweït, aux États-Unis, en Tunisie, un peu partout en Europe. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience. Et j'ai décidé de revenir au Maroc en 2007 en intégrant un fonds de private equity qui investissait dans le développement des PME nord-africaines. Euh, et c'est suite à donc où j'ai passé 8 ans quasiment. Euh, avec également de très belles expériences qui m'a permis vraiment de bien découvrir le tissu des PME, des grosses PME marocaines, et qui m'a fait également prendre conscience de l'importance finalement d'encourager l'entrepreneuriat vraiment dès le démarrage pour, si on veut, alimenter cette création d'entreprise à plus long terme. Hmm. Ouais, passionnant le parcours. Et depuis que tu es et depuis ton retour, donc tu as commencé par soutenir l'entrepreneuriat et ensuite il y a eu Impact Lab en 2016, tu disais. Est-ce que C'est tu peux ça. raconter l'histoire d'Impact Lab?
Alors, l'histoire d'Impact Lab, en fait, moi, je commençais à me rendre compte que finalement la finance, c'était pas là-dedans que je me voyais m'épanouir le plus. Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis arrivée à cette conclusion-là. Et donc j'étais à la recherche d'une reconversion professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Leïd Tinibert, qui est le cofondateur d'Impact Lab, qui avait déjà commencé la réflexion autour d'un projet pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, et en particulier l'entrepreneuriat à fort impact social et environnemental. J'avais un peu de temps à cette époque-là, donc j'ai commencé à l'aider un petit peu parce que lui avait pour objectif de créer un fonds d'investissement. Donc, ça s'alignait bien avec ce que je faisais à l'époque. Et ben, de fil en aiguille, j'ai passé plus et plus de temps et ça m'a passionnée de plus en plus. J'ai fini par rejoindre l'aventure à temps plein en début 2016, du coup. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce que fait Impact Lab aujourd'hui? Bien Euh, sûr, Impact Lab, nous, on est un accélérateur d'innovation. Pas juste un accélérateur de start-up, parce qu'on est positionné sur deux activités. L'accompagnement de start-up. Donc, on déploie des programmes d'accompagnement à la mise sur le marché et à la croissance sur les premières années de vie des start-up. Et en parallèle, en fait, on a développé une offre de services complète autour de l'innovation pour les entreprises et les institutions publiques. En fait, l'objectif, c'est vraiment de connecter ces deux mondes-là, de permettre aux startups d'accéder plus facilement au marché, d'être plus en ligne avec les besoins des clients corporate et institutionnels, et de permettre aux corporate et aux institutionnels d'accéder d'accélérer la dynamique d'innovation et d'améliorer leur compétitivité en collaborant avec un écosystème de partenaires d'innovation. Et donc, depuis notre démarrage, on a accompagné un peu plus de 200 startups à l'échelle africaine, donc sur 17 pays africains. On travaille régulièrement avec plus d'une vingtaine de partenaires grandes entreprises et institutionnelles dans leur dynamique d'innovation. Magnifique. Et comment tu... Donc, tu as bien raconté, je trouve que ce qui ressort beaucoup de ton histoire, c'est vraiment à quel point ça a été un projet de cœur, que tu as vraiment choisi ça pour avoir de l'impact, et de l'impact aussi chez toi, comme un retour aussi après avoir navigué pas mal de choses. Est-ce que tu peux ou tu es capable de retrouver le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? C'est pas facile. Je pense que c'était cette volonté d'impact et d'impact chez moi, comme tu l'as bien dit. C'est quelque chose qui... je pense que ça a toujours été quelque part au fond de moi. Après, c'est sûr qu'on est souvent... on est souvent poussé vers une voie où on doit faire des choix les uns après les autres au niveau de sa carrière qui nous font un petit peu nous déconnecter de choses qui peuvent être profondément ancrées en nous. Et je pense que ce qui a redéclenché cette connexion, ça a été plus un moment de frustration par rapport au contexte professionnel dans lequel j'évoluais, où je ne retrouvais pas mes valeurs, où je ne retrouvais pas finalement la considération que j'attendais d'un milieu professionnel. Je n'arrivais pas à me projeter sur les prochaines étapes de développement professionnel dans ce milieu-là. Et c'est ça qui finalement m'a amené à me
reposer la question, mais en prenant le temps de manière plus sereine sur ce que je voulais vraiment faire de ma carrière finalement. Merci, merci, merci. Et pour revenir à Impact Lab et aux startups que vous avez accompagnées, donc les 200 qui sont passés par Impact Lab, est-ce que tu es en mesure de nous raconter un peu les trends ou l'histoire, on va dire, commune? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qu'ils cherchent à créer? Alors, ça a beaucoup évolué parce que quand on a commencé, Impact Lab, ça a démarré fin 2014, début 2015. Et quand on a démarré, on était vraiment au tout début de la construction de l'écosystème startup marocain. Donc, on avait un niveau de maturité qui était encore, je dirais, au tout début, hein, en fait. Et donc, on a beaucoup accompagné des porteurs de projets en stade d'idéation ou vraiment dans les premières phases de réflexion autour de leur projet avant même qu'ils aient un prototype. Et on les aidait plutôt dans cette phase d'arriver à un prototype en les aidant bien à s'aligner avec les besoins du marché, la réalité de leurs utilisateurs, etc. Et puis, au fur et à mesure, on a vu se développer vraiment un bel écosystème avec plusieurs structures d'accompagnement qui sont venues renforcer cet écosystème, avec une montée en maturité des porteurs de projets. On a vu des personnes beaucoup plus expérimentées qui ont décidé de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, alors qu'au départ, on voyait beaucoup de jeunes diplômés ou d'étudiants dans nos programmes. Donc, au fur et à mesure de la montée en puissance et de la maturité de l'écosystème marocain, on a également adapté nos programmes et on est toujours dans une dynamique d'adapter nos programmes, en fait, et d'affiner notre positionnement, j'ai envie de dire, vers certains types d'entrepreneurs, certains types de projets. Donc aujourd'hui, on a eu une première, je dirais, spécialisation, entre guillemets, de se dire, bon, nous, on se positionne principalement dans la phase du prototypage vers le go-to-market. Parce que c'est là où finalement on peut les connecter avec les bons partenaires qui leur permettent d'aller plus vite sur la finalisation de leurs produits, sur la signature de leur premier contrat, la mise en place de leur premier partenariat. Donc, on a identifié cette valeur ajoutée principale pour les startups. Et ça, c'est vraiment un besoin qui est ressorti et qui ressort systématiquement dans nos écosystèmes. L'accès au marché, c'est vraiment quelque chose de compliqué, surtout pour des startups qui s'adressent au B2B. Et là, les réseaux d'Impact Lab sont vraiment, jouent un rôle clé pour faciliter cette démarche-là. Et puis, tranquillement, on est aussi en train d'aller vers potentiellement des spécialisations sectorielles. On a beaucoup travaillé sur de la fintech, on a beaucoup travaillé sur de l'agritech. On continue à mettre beaucoup de focus sur des programmes autour de l'entrepreneuriat à fort impact social et environnemental, qui est un peu le driver initial d'Impact Lab et qui continue à être finalement le fil rouge qui traverse un peu toutes nos activités. Donc, ces trois sujets-là sont en train d'émerger comme des verticales importantes pour nous. On n'a pas encore décidé de franchir le pas de la spécialisation sur ces trois verticales, mais en tout cas, on est en train de construire de l'expertise autour de ces sujets-là, parce que pour nous, effectivement, la prochaine étape sera certainement une étape de spécialisation sectorielle. Et donc, tu as identifié il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis.
Je vais commencer par d'abord te poser une question sur un obstacle supplémentaire, au-delà de l'obstacle du go-to-market et de vraiment accéder au marché pour les entrepreneurs. Quels sont les autres obstacles auxquels ils sont confrontés vraiment pour réussir aujourd'hui? Alors ouais, tu parlais tout à l'heure des besoins. Effectivement, dans ce qu'on voit, en tout cas dans les écosystèmes dans lesquels on travaille, en termes de besoins, on voit quand même que les entrepreneurs euh, ont vraiment besoin d'accompagnement méthodologique, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'on remarque, c'est que beaucoup se lancent un peu au feeling, ils suivent une passion, ils suivent une conviction forte par rapport à un impact qu'ils peuvent avoir. Mais finalement, c'est souvent fait de manière complètement déstructurée. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs finalement perdent du temps, perdent de l'argent, surtout dans un contexte finalement où les écosystèmes africains ne sont pas les écosystèmes où tu peux aller le plus vite en tant qu'entrepreneur. Et donc, si tu n'adoptes pas une démarche qui soit structurée, ça peut te faire perdre beaucoup de temps et ça peut finalement essouffler l'entrepreneur dans sa démarche et le décourager. On a vu beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui finalement ont lâché parce que ils étaient à bout de souffle, à bout de ressources. Euh, et même si leurs idées de start-up ou c'est ça, leur start-up était intéressante, ils n'ont pas pu porter le projet jusqu'au bout à cause de ça. Et donc, la démarche, l'approche méthodologique, une démarche structurée, euh, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on essaye de transmettre aux entrepreneurs. On a développé un certain nombre d'outils qu'on met à leur disposition justement pour les aider à avancer de la manière la plus sécurisée possible finalement, vraiment en engageant leurs utilisateurs dans leur démarche de développement de solutions et en testant de manière continue leur projet sur le terrain. Donc ça, c'est un besoin essentiel pour nous et je pense que les entrepreneurs qui passent par nos programmes apprécient énormément ces outils-là et continuent à les utiliser après nos programmes. Évidemment, il y a le point du financement qui reste quand même important, même si je dirais pas que c'est le point le plus important. Souvent, on entend ça, mais pour moi, l'accès au marché et les outils de structuration méthodologique viennent d'abord avant de citer le besoin de financement. Et donc, au niveau du financement, effectivement, on a vu quand même une belle évolution dans l'écosystème marocain avec des outils qui ont été mis à disposition des entrepreneurs au stade de l'idée, au stade du prototype, qui leur permettent de passer par ces premières étapes de manière sereine, j'ai envie de dire. Mais bon, l'offre de financement reste encore limitée et a besoin encore d'être développée, mais c'est déjà beaucoup mieux que lorsque nous avons démarré Impact Lab. Ouais. Vaste sujet. J'ai envie de revenir sur la question de l'écosystème et de la maturité à laquelle tu as assisté. Parce que moi, j'aime bien, dans la conversation écosystème, vraiment en en parlant vraiment par biomimétisme, tu sais, et de raconter l'écosystème comme l'écosystème d'une forêt où une plante toute seule, sans la forêt, elle va être beaucoup plus vulnérable au vent. Enfin, une fleur qui est toute seule dans un champ va être vulnérable au vent, elle va être assez fragile, etc. Et plus on renforce, si on met cette fleur dans une forêt, qu'il y a des arbres, et qu'elle est tenue par des racines et qu'elle est tenue par d'autres plantes et que l'écosystème est biodivers, elle va avoir beaucoup plus de chances non seulement de survivre, mais aussi de grandir et qu'il y ait aussi d'autres fleurs qui grandissent à côté. Et
ça quand même la base de l'usage du mot écosystème. C'est vraiment dire qu'un entrepreneur qui évolue dans une forêt biodiverse va avoir beaucoup plus de chances de maturer, de grandir et de suivre la taille des arbres, surtout s'il y a des vieux arbres autour qui sont bien enracinés, qu'un entrepreneur qui va se retrouver tout seul, qui va démarrer tout seul, suivre une intuition, comme tu disais, sans structure méthodologique, sans être tenu par quelque chose de préexistant, qui a déjà fait ses preuves, va être beaucoup plus fragilisé, va avoir beaucoup moins de chance et va probablement pas survivre et ne pas avoir de quoi amortir, on va dire, le choc de retomber. Et donc, c'est une problématique parce que vous êtes liés quand même. C'est pas vous fonctionnez pas tout seul au Maroc. Je veux dire, c'est quand même vous êtes un hub international et même africain. Vous avez des startups, tu disais, qui sont venues de 17 pays africains. Comment tu peux raconter l'évolution, en tout cas la maturation ou l'impact que tu parles, en tout cas la maturation de l'écosystème marocain en général renforce même votre expertise, vous amène à vous approfondir, finalement donne assez de structure à l'écosystème pour que vous puissiez aller encore plus loin dans ce que vous avez à offrir aux entrepreneurs. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu racontais. Et j'aime beaucoup ce lien dans le fait que l'écosystème se renforce, qu'il y ait d'autres acteurs, qu'il y ait plus de ressources, qu'il y ait, ça nous permet d'être plus experts, ça nous permet de nous concentrer sur telle phase de l'évolution. Même les chiens sont d'accord. Ça nous permet de nous concentrer sur telle phase du développement de l'évolution, etc., du voyage de l'entrepreneur ou du parcours de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire justement sur cette maturation? Quels sont les ingrédients qui ont permis à ce que cet écosystème vraiment se renforce? Et quels sont les résultats de cette maturité? Alors, c'est un sujet passionnant et qui me tient vraiment à cœur d'ailleurs, parce que je dois dire que jusqu'à présent, ce qui a été fait dans l'écosystème marocain, et je parle de l'écosystème marocain parce que c'est celui que je connais le mieux et dans lequel on s'est développé, mais ce qui a été fait je dirais jusqu'à très récemment, ça a vraiment été le fruit du travail passionné d'un certain nombre d'individus qui ont été assez fous pour croire à la start-up, pour croire à l'innovation et qui ont commencé à lancer des initiatives. Mais quand le mot de start-up n'existait pas au Maroc, en fait. Et ce travail-là, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes-là qui ont lancé ces initiatives et pour toute la passion qu'ils y ont mis. Euh, et voilà, et ce travail-là, ça a commencé avec des bootcamps, ça a commencé avec des espaces de coworking qui ont démarré, je pense, autour de 2010. 2011. Et puis, il a commencé à y avoir quelques signaux positifs avec le Global Entrepreneurship Summit qui a été organisé au Maroc en 2014, à Marrakech. Donc, avec un discours royal qui a mis en avant l'importance de l'innovation et donc qui a créé, en fait, qui a stimulé ces initiatives. On a vu encore plus de personnes se lancer avec des projets d'incubateurs, d'accélérateurs. Mais tout ça, finalement, ça a été des initiatives privées en grande majorité qui ont été montées avec peu de moyens et surtout avec la conviction de ces personnes qui étaient derrière ces projets-là et avec leur passion et leur volonté d'impact pour le pays. Et donc, en fait, toute l'énergie qui a été mise dans ces initiatives, c'est elle qui finalement a réussi à placer la start-up dans le discours des médias, dans le discours des entreprises et dans le discours des institutions publiques marocaines. Ouais. Mais ça, c'est relativement récent. Je veux dire, le fait que les entreprises parlent d'innovation et de start-up,
Ça date de 2017-2018. Il a commencé à y avoir des programmes d'innovation ouverte, des histoires de collaboration entre startups et grandes entreprises, donc qui ont permis d'alimenter la dynamique. Et puis, voilà, on a entendu plus d'histoires dans les médias autour des startups. Il y a eu des émissions télé qui ont été montées autour de la startup et, et le terme de startup a commencé à apparaître même dans le discours des institutions publiques, du gouvernement, etc. Donc, mais je dirais l'appui institutionnel reste encore très limité. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un tournant pour l'écosystème marocain, où on commence à voir certains programmes qui émergent justement pour appuyer les structures d'accompagnement, parce que comme tu disais, effectivement, on a besoin de ces arbres-là qui tiennent finalement toutes les petites pousses qui émergent. Et cet écosystème d'accompagnement, jusqu'à cette année, finalement, était très peu soutenu, avec des sources de financement très limitées, en grande partie financées à travers des programmes de bailleurs de fonds internationaux, mais bon, voilà, avec des périmètres très précis, pas forcément de visibilité sur la durée de ces financements, etc. Et depuis 2 ans, on a créé la fédération professionnelle des structures d'accompagnement pour les startups au Maroc, qui représente l'écosystème des startups au Maroc et qui fait un travail formidable finalement de lobbying auprès des institutions publiques pour faire prendre conscience de cette importance de la notion d'écosystème et au-delà des structures d'accompagnement, finalement, de faire prendre conscience qu'il y a un nombre de paramètres importants qui doivent être renforcés en parallèle si on veut vraiment voir l'émergence de startups championnes à l'échelle régionale. Et ça inclut évidemment les structures d'accompagnement, ça inclut le financement, mais ça inclut aussi la formation et la rétention des talents. Ça inclut le contexte réglementaire, ça inclut les infrastructures, ça inclut l'accès au marché dont je parlais tout à l'heure. Et si on ne travaille pas sur l'ensemble de ces piliers en parallèle, on n'y arrivera pas. Donc, on voit souvent des programmes qui sont axés financement, mais si tu donnes du financement sans qu'il y ait assez d'accompagnement, ça ne sert à rien. Ou si tu donnes du financement, mais qu'après la startup n'arrive pas à vendre son produit parce qu'en face, il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien. Et c'est ça qu'on est en train vraiment de pousser en tant que fédération de l'écosystème, d'essayer d'arriver à un programme finalement qui soit complet, qui soit porté par le gouvernement pour qu'on réussisse vraiment à faire décoller cet écosystème. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant ce que tu dis parce que les enjeux sont assez grands et de mon point de vue, la première étape, c'est vraiment comprendre notre rôle. C'est-à-dire, à partir du moment où on accepte qu'un écosystème biodivers, il y a plusieurs agents qui vont jouer des rôles différents et savoir où on se positionne et que notre positionnement, par exemple, je donne l'exemple d'Axoom, nous, on se positionne sur le matchmaking ou en tout cas la relation entre investisseurs et entrepreneurs à un niveau qui est le scope géographique, il est plutôt panafricain, les investisseurs sont plutôt globaux et on se positionne sur, en tout cas en s'appuyant sur l'expertise de GreenTech, sur investment readiness, donc vraiment la préparation à la levée de fonds, où il y a quand même une expertise si on doit parler vraiment en termes de construire des capacités. Ces 2 points assez précis qui ne peuvent pas exister, qui n'ont pas lieu d'être, s'ils ne s'appuient pas sur un écosystème préexistant de gens qui sont, au contact des entrepreneurs
et deux, les gens qui sont en train de tisser les liens et qui sont préexistants à nous et qui font tout le travail avant la levée de fonds qui arrive finalement en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation. Et c'est un peu la colonne vertébrale des différents écosystèmes africains. Je parlais de cette colonne vertébrale aujourd'hui, elle est fragile aussi parce que les appuis institutionnels souvent ne sont pas encore suffisamment solides et ce sont des initiatives privées, des coworking, des communautés qui tiennent les choses d'une manière qui est assez vulnérable parce qu'ils ne sont pas encore consolidés ou souvent il y a la problématique du manque de ressources. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans toute notre communauté. C'est OK, lever des fonds pour des entrepreneurs, c'est une problématique, mais il y a aussi toute la problématique de comment on fait pour faire fonctionner les hubs, leur business model, leur rendre viable et amener, en fait, canaliser, quand on parle de amener l'investissement là où il doit aller, et c'est pas que les entrepreneurs, c'est aussi soutenir tous ces acteurs qui sont en train de nourrir l'écosystème et qui n'arrivent pas à maturer ou à passer à l'échelle, alors que si eux passaient à l'échelle, l'impact serait complètement différent. Et donc, ça permet de voir, c'est vraiment la vision holistique dont tu parlais, c'est-à-dire que on doit sécuriser. Tu parlais tout à l'heure de structure méthodologique. Elle est à la fois méthodologique en termes d'apprentissage et elle est aussi structurelle par rapport à nos institutions et comment on se relie les uns aux autres au niveau continental, au niveau régional et au niveau de nos pays. Donc, il y a vraiment plusieurs échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en fait. C'est individuellement comment tu interagis avec tes entrepreneurs, et ensuite comment tu crées ta communauté, ensuite comment tu interagis avec les autres acteurs de l'écosystème, et ensuite comment ton écosystème local va interagir avec l'écosystème d'un autre pays régionalement ou d'un autre pays qui traverse des défis similaires, qui ressent aussi une absence, etc. Et pour construire et bénéficier de ce discours d'advocacy ou de lobbying que vous faites pour dire ben voilà, là on est quand même de l'approche holistique, c'est dire un écosystème, c'est tous ces agents, c'est les institutions d'un côté, c'est les corporates de l'autre, c'est les incubateurs et les acteurs du soutien, etc. On joue tous un rôle et les besoins sont tels qu'il y a de toute façon il y a du travail pour tout le monde. Et la première étape, c'est identifier notre rôle, quel rôle on joue. Si on met au centre de cet écosystème la préoccupation de faire réussir un entrepreneur africain, marocain ou algérien ou sénégalais ou sud-africain, le faire réussir et le faire passer vraiment de la phase d'idéation à la phase de passage à l'échelle et à grandir et à accéder au monde en multipliant les opportunités, parce que moi, c'est ça la vision que j'ai, c'est commencer à raconter des histoires des success stories africaines, vraiment, qui grandissent à la maison et qui ensuite vont ont les moyens, en tout cas, de conquérir le monde. Et structurellement, on sait que c'est difficile. Les conditions ne sont pas tout à fait réunies. Donc, quand on comprend nos rôles et qu'on amène, tu vois, ce parcours, ça vient vraiment compléter ce que tu dis de comment on collabore, quelles histoires on raconte ensemble et quel rôle chacun joue pour que chacun joue son rôle bien. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et je reviens à cette question de l'expertise, et ensuite j'embraye sur la question de développer votre expertise et de choisir des verticales et de vous positionner sur le moment de la vie de l'entrepreneur où il y a le plus de défis. Aujourd'hui, du prototypage jusqu'au go-to-market, c'est là qu'il y a le plus de galères, on va dire. C'est là qu'il n'y a pas de fonds. C'est là qu'on a le plus de défis. Et vous spécialiser permet de dire, enfin, pour moi, c'est très presque magnétique, tu vois, comme positionnement. Dire, on sait tellement ce qu'on apporte et là où les besoins sont, qu'on va se spécialiser pour offrir l'accompagnement le plus pertinent à ce niveau-là et le faire tellement bien qu'on est assuré que l'impact viendra et il interviendra plus tard dans l'évolution. C'est ceux qui seront renforcés méthodologiquement, structurellement à ce niveau-là qui vont réussir à lever des fonds plus tard, tu vois. Et ça, c'est la connaissance, tu vois, c'est un positionnement fort de mon rôle, c'est ça. Et je veux savoir comment tu en es arrivé à faire ce choix. Comment c'est venu? Ouais, moi, vraiment, c'est un point que je trouve extrêmement important. Et d'ailleurs, je suis très frustrée de voir. Je trouve que des fois, dans des écosystèmes qui sont encore en phase de maturation, enfin, au début de leur maturation, on voit souvent que les acteurs, finalement, l'ensemble des acteurs ont du mal à choisir un positionnement
et à se dire, on fait que ça. D'ailleurs, on l'observe même chez les entrepreneurs. Un des points avec lesquels on démarre quand on travaille avec un entrepreneur, c'est de lui demander de définir clairement et précisément qu'est-ce qu'il cherche à résoudre comme problème et pour qui. Et beaucoup d'entrepreneurs ont du mal surtout avec la partie pour qui. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils réduisent ou s'ils précisent leur cible, ils réduisent de la valeur de leur projet. Et c'est un peu comme ça également dans l'écosystème, je remarque. Les gens pensent qu'en définissant un scope précis, ils réduisent la valeur qu'ils offrent. Et donc, on observe des choses qui sont un peu, qui sont pas forcément créatrices de valeur. On observe des corporates qui commencent à se substituer aux acteurs de l'accompagnement, des fonds d'investissement pareils. Et en fait, au lieu de créer une chaîne où chacun s'appuie sur les compétences de l'autre et valorise les compétences de l'autre, on cherche à recréer tout from scratch à chaque fois. Et ça, pour moi, c'est extrêmement frustrant parce que je vois la déperdition de ressources et la déperdition d'énergie. Je me dis qu'on pourrait aller tellement plus vite si au lieu que chacun essaye de développer toute l'expertise from scratch à chaque fois, on capitalisait sur les expertises des uns et des autres. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est important. Après, nous, comment on est arrivé au sein d'Impact Lab à se spécialiser, c'est que finalement, nous aussi, en fait, on a la chance d'avoir construit une équipe de professionnels qui sont vraiment bons et qui sont vraiment passionnés. Mais ce qui nous drive, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir et c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on peut avoir pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Il n'y a rien de plus frustrant que de passer du temps à coacher, accompagner un entrepreneur et finalement voir que ça n'a pas de résultat. Et donc, finalement, de cette envie d'impact est venue progressivement une sélection finalement des entrepreneurs avec lesquels notre méthode fonctionnait le mieux, avec lesquels on sentait qu'il y avait plus d'affinité, qu'ils étaient plus engagés dans la démarche. Donc, c'est ça qui nous a permis d'aller vers des entrepreneurs un peu plus matures qui étaient vraiment impliqués dans leur projet et prêts à suivre ce qu'on leur proposait comme méthodologie. Et puis, petit à petit, encore une fois, dans une volonté d'améliorer finalement notre offre de service, de se dire, finalement, OK, on a un super bon programme généraliste, mais si on arrive vraiment à développer une expertise verticale avec des réseaux d'experts sur cette verticale-là qu'on peut connecter avec les startups, avec des modules de formation dédiés sur ces verticales-là, on peut aller encore plus loin dans la valeur ajoutée qu'on apporte à nos entrepreneurs. Donc, c'est un peu, pour nous, c'est une prestation de service qu'on offre et on veut qu'elle soit de la meilleure qualité possible. De la même manière qu'on ferait évoluer notre offre s'il s'agissait de clients en face, on fait évoluer notre offre pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Oui, je trouve que c'est vraiment un signe d'excellence. C'est-à-dire que ça fait vraiment passer au cap de... C'est vraiment un signe d'excellence, d'être aussi, d'incarner ça, tu vois, de vraiment faire le choix, de le faire aussi de façon déterminée, de vraiment jouer son rôle pleinement. Ma question qui suit, elle est en lien avec les partenariats. Ce que tu me disais, c'est un peu mon dada, on va dire. C'est un de mes sujets favoris, mais tu disais que vous accompagnez les startups,
de votre cohorte à construire des partenariats pour leur go-to-market. Ma première question, c'est quelle est l'importance des partenariats à ce stade? Et ma deuxième question, c'est comment vous vous y prenez? C'est quoi comment vous y prenez pour les construire? Est-ce qu'il y a une méthodologie ou un cadre pour ça? Alors, on a. Alors, l'importance des partenariats, oui, parce que. Mais il y a différents types de partenariats. Donc, il va y avoir, selon le business model de la startup, finalement, il va y avoir différents partenariats à différents niveaux de son business model. Il y a d'abord les partenariats dans le delivery de la solution finalement, parce qu'une startup, pour nous, c'est important qu'elle se focalise sur sa proposition de valeur clé. Et c'est important qu'elle n'essaye pas de tout faire dès le démarrage. Donc, pour éviter cela, pour éviter des situations où finalement l'entrepreneur se noie en essayant de tout maîtriser, de tout faire, nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment un réseau de partenaires métiers ou technologiques qui peuvent venir apporter finalement les expertises que la startup n'a pas encore à son niveau. Donc, au lieu d'aller recruter un spécialiste UX qui coûterait très cher et qui potentiellement ne serait pas utile à 100% de son temps, on va développer un partenariat avec, on a un partenariat en place avec un expert UX qui est très bon, en qui on a totalement confiance et qui est capable de déployer des accompagnements très ciblés à des tarifs intéressants pour les startups. Donc, il y a ce type d'accompagnement, il y a ce type de partenariat qui vont aider, je dirais, la startup à construire sa solution. Ensuite, il va y avoir des partenariats commerciaux. Donc, dans les partenariats commerciaux, et là je parle de partenariats au sens large, parce que souvent, en fait, des startups au stade de, finalement, elles sont en train de finir leur MVP, de finaliser leur MVP pour un lancement sur le marché. On ne peut pas vraiment dire qu'elles sont à la recherche de clients au sens classique du terme. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de partenariat, parce que pour nous, on a besoin d'embarquer des gens ou des institutions qui sont prêtes à faire une partie de l'aventure avec la startup. Donc, à mettre à disposition des ressources qui vont permettre à la startup de faire maturer sa solution et d'arriver au stade où elle a un produit qu'elle va pouvoir vendre de manière plus classique. Et c'est là, finalement, où on intervient avec, oui, une méthodologie particulière. On était les premiers à déployer des programmes d'innovation ouvertes au Maroc en 2016. Et c'est là qu'on a vu que finalement, il y avait beaucoup d'opportunités de connexion, de collaboration entre start-up et grandes entreprises. En travaillant avec les entreprises dans leur dynamique d'innovation, on voit beaucoup de sujets de transformation interne, de digitalisation, etc., pour lesquels il y a des synergies très fortes avec l'écosystème de start-up africain. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'est que ces deux mondes qui ont beaucoup de mal à se parler, qui ont des méthodologies de travail complètement différentes, des échéances en termes de timing complètement différentes, et que finalement, nous, on pouvait se positionner comme facilitateur ou intermédiaire de confiance pour fluidifier en fait ces conversations. Et c'est ça en fait qu'on essaye de faire
déjà en nous, en passant du temps pour comprendre les besoins des entreprises. Et ça, effectivement, le travail qu'on fait quand on anime des formations autour des méthodologies de l'innovation au sein d'entreprises ou quand on travaille avec ces entreprises-là sur leurs priorités en termes d'innovation, ça nous permet d'avoir une compréhension très fine des besoins stratégiques, opérationnels, etc. Et ensuite, de pouvoir, du coup, identifier les bonnes startups qui peuvent venir répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment d'intervenir justement pour jouer le rôle de traducteur, j'ai envie de dire, ou pour s'assurer que la dynamique est positive, qu'il y ait une dynamique de co-construction, d'échange, qui n'est pas la dynamique classique d'un client qui passe une commande, mais plutôt la dynamique de OK, comment est-ce qu'on peut faire converger la solution que la startup a développée avec nos besoins opérationnels. Et c'est dans ce sens-là que c'est aussi un partenariat parce que du coup, le corpo met à disposition de l'expertise métier, met à disposition de la donnée, des fois, des laboratoires de tests dans certains cas, des espaces d'expérimentation pour arriver finalement à faire monter en puissance, monter en sophistication la solution apportée par la startup et à arriver en bout de course avec une solution qui, est testée avec un client potentiel et du coup peut aller plus rapidement ensuite sur le marché. Super, c'est très clair, merci. Avant de conclure, j'aimerais bien que tu me dises, pour que les hubs d'innovation et les acteurs comme Impact Lab durent dans le temps, j'ai envie de parler de business model et de avoir la conversation sur l'argent et les ressources. Comment on fait pour soutenir les hubs d'innovation et les acteurs comme Impact Lab aujourd'hui en Afrique et assurer qu'ils deviennent les arbres qu'on a besoin qu'ils soient pour accompagner le déploiement de nos entrepreneurs? Ça, c'est un vaste sujet. Je pense que même à l'échelle nationale, il n'y a pas vraiment de réponse claire. Je pense que les hubs ont fait preuve d'une créativité, mais sans limite, en fait, pour survivre. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y a autant de business models que de hubs, quasiment. Chacun a trouvé sa petite sauce pour pouvoir continuer à exister et à travailler. Donc nous, par exemple, ça a été le fait justement de développer cette offre de service pour les entreprises et les institutionnels qui nous permet finalement de vendre de la prestation de conseil qui finance nos activités d'accompagnement. En plus des financements qu'on arrive à sécuriser auprès de bailleurs de fonds internationaux, etc. La bonne nouvelle, c'est que cette année, justement, avec la Fédération de l'écosystème Startup au Maroc, on a réussi à négocier un programme avec Maroc PME, qui est une agence gouvernementale marocaine reliée au ministère de l'Industrie. Et pour la première fois, c'est un programme qui finance non pas l'entrepreneur, mais la structure d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment une révolution dans notre monde. C'est la première fois qu'une entité gouvernementale finalement reconnaît la valeur du travail qui est accompli par les structures d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment majeur. Et je trouve que c'est quelque chose, voilà, que tous les hubs doivent militer en fait pour que la qualité de leur travail soit valorisée.
à la fois par leurs interlocuteurs gouvernementaux, mais aussi par les bailleurs de fonds qui souvent, dans leurs programmes, finalement, réduisent au maximum la part qui est allouée à l'accompagnement, alors que vraiment, c'est le cœur. Je pense que récemment, il y a eu une étude qui a été conduite par BCG et dans des écosystèmes européens, américains, et qui montrait que finalement, une start-up accompagnée avait 50% plus de chances de réussir qu'une start-up non accompagnée. Et ça, c'est majeur. Mais les parties prenantes aujourd'hui qui s'intéressent à l'entrepreneuriat commencent à peine à réaliser ça et commencent à peine à dédier finalement les bonnes ressources à l'accompagnement. Donc ça, je veux dire, à un moment, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y a personne, parce que les startups ne sont pas en mesure de payer pour le service finalement qui est offert. Si les autres parties prenantes qui en bénéficient, c'est-à-dire les fonds d'investissement, les entreprises qui vont collaborer avec les startups, les institutions gouvernementales, parce que finalement, on a un impact social, économique qui est important. Ouais. Si ces parties prenantes ne sont pas prêtes à payer la valeur de ce qu'on produit, il va toujours y avoir une problématique de business model, parce qu'on a beau être créatif, cette problématique de business model fait qu'on est obligé de passer une grande partie de notre temps à courir derrière des sources de financement au lieu de faire notre travail qui est celui d'accompagner les startups. Merci pour ce partage. Je pense qu'il est vraiment très important de commencer à inclure la conversation. On parle beaucoup des startups et des entrepreneurs, et il est temps de mettre notre attention sur la colonne vertébrale de l'écosystème aujourd'hui, et que si on a envie vraiment de parler de sortir en fait de l'immaturité, j'allais dire. Mais on n'est pas là pour rester juste au baby stage, quoi. Si on veut vraiment parler en termes de maturité, professionnaliser l'écosystème, approfondir les expertises et mettre en place des acteurs qui vont durer, qui dans 10 ans auront accompagné vraiment des entreprises vers le succès, c'est des ressources, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et il faut donner que chacun comprenne son rôle, et qu'on comprenne aussi le rôle qui est joué par ces acteurs-là. Est-ce que tu veux conclure sur ça? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai trouvé cette conversation passionnante. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci Soumeya pour l'opportunité d'échanger. Et nous, en tout cas, on est ravis de collaborer avec Axum, et on espère que cette collaboration va permettre à nos startups d'émerger à la fois au Maroc, mais partout sur le continent. Ouais, moi aussi, j'espère. Je suis très contente de ce projet qui est encore tout jeune, et qu'on est en train de rassembler les hubs, les communautés, tous les acteurs qui sont en train de faire le travail, et de jouer aussi de rassembler les investisseurs du monde entier qui veulent investir en Afrique. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de créer les match made in heaven. On va vraiment, c'est à partir de novembre, on a un programme qui est en cuisson, qui va être annoncé, qui va être assez sympa. Et l'idée, ça va vraiment être d'avoir de plus en plus de mise en relation, mais aussi de développer une expertise sur le matchmaking, où vraiment que les relations soient bien, comment dire, calibrées et choisies, et qu'on mette de l'attention dans chaque chose pour choisir le qualitatif plutôt que d'aller faire du volume et de la visibilité. Donc, merci de rejoindre la communauté aussitôt. Merci de participer à la conversation. Et merci de nous ouvrir tes portes aussi, parce qu'on commence la première masterclass avec toi sur la préparation à l'investissement pour les startups de Impact Lab. Donc, j'ai hâte de tout ce qui arrive. Ouais, nous aussi. Merci beaucoup, Soumeya, et beaucoup de succès à Axum.